Bonjour à tous, je suis Yasmine Youssi, je suis la rédactrice en chef culture de Télérama et je suis très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec nos 4 invités pour un débat autour de le thème c'est écrire en exil. Je vais commencer par vous présenter nos invités et ensuite je leur poserai des questions sur ce thème et puis je vous donnerai la parole, on aura à peu près 10 minutes à la fin et le débat dure jusqu'à 14h30 si j'ai bien compris. Je vais commencer par Aziz Chouari. Vous êtes là pour Baya, Rhapsodie algéroise, aux des éditions Bleu Autour. Aziz, vous êtes né en 1951 en Kabylie. Mais non, vous... un peu plus bas. Ouais. D'accord, bon, c'est ce que j'avais lu. 51. Oui. Oui, c'est ça. Vous avez dit 41. Ah non, non, pardon. Fourché, alors. Non, excusez-moi, c'est 51. Non, je ne voudrais surtout pas vous vieillir. Vous avez grandi à Alger, où vous êtes installé avec votre maman au début de la guerre d'indépendance, si j'ai bien compris. Alger, dont vous avez été une figure importante de la scène culturelle dans les années 70 et 80. Vous, notamment pour ce qui est du rock, je précise aussi que vous êtes guitariste. Voilà. Vous avez quitté l'Algérie en 91 à l'orée de la décennie noire. Vous êtes un écrivain francophone et l'auteur de romans, de pièces de théâtre. 3 d'entre elles, Nénès, Une virée et Les coloniaux, ont été montées par Jean-Louis Martinelli, qui a longtemps dirigé le théâtre des Amandiers après le TNS à Strasbourg. Vous aviez écrit Baya, une rhapsodie algéroise en 86. Le texte a été publié 3 ans plus tard et heureusement réédité aujourd'hui. Et dans ce livre, qui tient autant du monologue que de la biographie, Baya, le personnage principal, déroule sa vie à partir de photos qu'elle retrouve, et la grande histoire y croise la petite. C'est aussi le cas dans le livre d'Abdelkader Jemaï. Il y est question de son enfance dans l'Algérie française, de son frère qui s'est engagé auprès des Moudjahidines, de sa rencontre avec son mari Salah, de l'indépendance, du départ des voisins pieds noirs, d'un premier voyage à Paris. Vous brossez un peu... voilà, on retrouve dans ce livre le plaisir que vous prenez à jouer avec les sons, avec les mots, dans une écriture qui est pulsée, qui est syncopée, qui pour moi tient autant du jazz que du rap. Et c'est ce qui fait vraiment toute la saveur de ce livre. À côté de vous, je vous présente Abdelkader Jemaï pour son livre Le jour où Pelé, édition du Castor Astral. Vous nous offrez à travers ce livre une magnifique déambulation dans votre ville natale, Oran, où vous avez vu le jour en 1948 et que vous avez quitté en 93 pour venir en France. Quand vous étiez encore en Algérie, vous étiez journaliste pour La République à Oran. Et vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, des romans, des nouvelles, des livres de voyage. Certains de vos écrits ont aussi été adaptés au théâtre, comme Un été de cendres. Alors dans ce livre, Le jour où Pelé, c'est une journée historique assez extraordinaire que vous nous racontez aujourd'hui, celle du 18 juin 1965, date à laquelle la célèbre équipe de foot du Brésil, la Seleção, dont le roi Pelé est la star, vient jouer au stade municipal d'Oran pour un match amical contre l'équipe nationale d'Algérie. Mais c'est aussi ce jour-là, ce soir-là, que le président de la toute jeune nation algérienne, Ahmed Ben Bella, est renversé par Waly Boumedienne. Et c'est ce que raconte le personnage principal du livre, Nourdine, qui a 17 ans. C'est la fin d'une innocence, celle du narrateur, du jeune homme, mais aussi du pays. Dans une écriture très simple, jamais simpliste, dépouillée, qui est portée par des chapitres courts. Vous nous entraînez dans les rues d'Oran, du Haouch, ces maisons où habitent plusieurs familles, au stade municipal. Vous en êtes au plus près des odeurs, au plus près des couleurs, au cœur de l'histoire récente du pays aussi, celle de la colonisation, de la décolonisation, des attentats de l'OAS, des espoirs que portait la jeune nation algérienne. Il y a dans ce livre, que je m'ai trouvé très très attachant, une nostalgie certaine, mais aussi une très grande douceur. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, beaucoup marqué. À côté de moi, Abnous Chalmani, pour Les exilés meurent aussi d'amour, aux éditions Grasset.
Alors là, c'est une saga familiale absolument délirante que vous nous offrez, pleine d'amour, de désir, de rage, de folie, d'envie, de magie, un peu de sorcellerie aussi parfois, de volonté d'en découdre, de révolutionnaires de salon, de personnages monstrueux. On retrouve tout ça dans votre livre. La famille, c'est celle de Chirine, qui a 9 ans. Et c'est une famille de communistes qui ont choisi l'exil pour fuir le régime des mollahs, alors qu'ils avaient déjà combattu celui du Shah. Chirine se retrouve donc avec ses parents à Paris, entourée, c'est peut-être pas le mot, c'est peut-être encombrée aussi de ses tantes, qui sont toutes deux, chacune à leur manière, à la fois féroces, féroces, je dirais. Et en même temps, elle est protégée par elle et les siens et son père sont protégés par une avocate juive rescapée de la Shoah. Comme Chirine Abnous, vous êtes née à Téhéran et vous avez débarqué avec vos parents à Paris en 1985. Vous aviez 8 ans. Vous avez appris le français grâce aux Misérables que votre père vous a mis entre les mains. Vous avez comme vous tous qui autour de cette table, plusieurs cordes à votre arc, puisque vous avez été aussi journaliste, et vous avez également réalisé des courts-métrages. Les exilés meurent aussi d'amour est votre deuxième roman. Le premier, Khomeini, Saad et moi, déroulait l'histoire d'une jeune fille qui avait 6 ans, d'une petite fille, pas d'une jeune fille, 6 ans, entourée de ces femmes corbeaux, c'est-à-dire les gardiennes de la Révolution, drapées de noir, à partir de 79, à partir de la Révolution. Voilà. Et donc, comme je le disais, les exilés meurent aussi d'amour est votre deuxième roman. Et enfin, je vous présente Omar Youssef Souleyman, que je suis très heureuse d'accueillir pour Le Petit Terroriste aux éditions Flammarion. Le livre sort en poche, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, surtout n'hésitez pas, le 20 février, Omar Youssef. C'est votre histoire, c'est pas écrit roman sur c'est un récit. C'est un récit, c'est votre histoire que vous racontez. Dans ce récit, effectivement, qui est à la fois fulgurant, haletant, cinglant, j'en ai très peu lu comme cela. Celle d'un petit garçon qui est né en 1987 à Kotaïfé, au nord de Damas, dans la Syrie de Hafez el-Assad. Vos parents, très pieux, tous deux dentistes, décident de s'installer en Arabie Saoudite quand vous avez 12 ans, et vous êtes alors immergé dans une société totalement schizophrène, qui est à la fois engluée dans le wahhabisme, une société ultra religieuse, et en même temps plongée dans une dangereuse, pour ne pas dire terrifiante, frustration sexuelle. Vous êtes emporté, vous-même, vous arrivez là-bas à 12 ans, vous êtes emporté par le mouvement. Vous rêvez au lendemain du 11 septembre de rejoindre Oussama Ben Laden, comme vous fantasmez sur Mouna, l'assistante dentaire de votre maman. Jusqu'à ce fameux pèlerinage à la Mecque, dont vous revenez plein de doutes sur l'existence de Dieu. Devenu un esprit libre, vous expliquerez plus tard que c'est le Coran qui vous a rendu athée. Journaliste, militant, correspondant de presse, poète, militant contre le régime de Bachar el-Assad, vous avez fui la Syrie en 2012 au lendemain des printemps arabes et vous avez rejoint la France cette année-là. Vous ne parliez pas français, vous n'écriviez pas en français, vous avez appris le français à votre arrivée et vous écrivez dans cette langue maintenant. Je voudrais d'abord vous poser une question à tous, peut-être pour que nos auditeurs puissent comprendre la situation de chacun, nous dire peut-être comment vous vous êtes retrouvés en France pour parler de la forme d'exil que vous avez chacun. Peut-être Abnous, vous voulez commencer ? Oui, bonjour. Donc la forme d'exil, moi je pense que les mots ont quand même leur importance et qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, on confond tous les migrants, les exilés. Pour moi la définition de l'exilé, c'est celui qui n'a pas choisi de partir, qui n'a pas choisi d'immigrer, et c'est celui qui s'est pris un coup de pied au cul et qui doit partir pour une question de vie ou de mort, pour une question de liberté. Donc chez moi, globalement l'exil des Iraniens en Europe, aux États-Unis, correspond à la révolution islamique qui a été tout de suite suivie par la guerre. Donc c'était non seulement quitter un pays devenu une théocratie tyrannique, c'était aussi quitter la guerre, et sachant qu'à l'époque, à partir de 82, c'était ce qu'on appelait la guerre des villes. Bagdad bombardait Téhéran, Téhéran
bombardé Bagdad, c'était assez violent. Il y avait aussi, en plus j'avais un petit frère, donc il y avait aussi les enfants soldats, il y avait aussi le fait qu'on envoyait les gamins en première ligne, parce qu'il y avait énormément de mines, donc c'est une vieille histoire, les mines et les enfants qu'on utilise pour les déminer, mais c'est un exil. Un exil n'est jamais voulu. Un exil est une déchirure, et un exil, c'est vrai. Et en même temps, du fait que ça soit une déchirure et que ça soit tellement inattendu et que c'était pas prévu, pas anticipé, pas préparé, c'est peut-être ça aussi qui lui donne une dimension, j'allais dire, épique, et qui peut permettre une reconstitution, parce que le regarder, non pas comme ne pas se regarder comme exilé en étant victime, mais comme en étant porteur d'une certaine forme d'aventure, c'est aussi quelque chose qui peut aider à l'envisager autrement, pour ne pas être juste dans la douleur et juste dans la terrifiante perte de sa terre natale. Je crois que pour vous aussi, c'était une question de vie ou de mort. Oui, on pourrait dire cela. Mais je n'ai jamais rêvé... Ah, pardon. Il faut appuyer là, je crois. Oui, très bien. J'ai jamais rêvé de venir vivre en France. Les circonstances ont fait que j'étais obligé, après avoir exercé pendant une vingtaine d'années le métier de journaliste, les conditions sécuritaires, etc. Donc, d'abord, j'avais fait une demande au Canada, pour aller au Canada. Et les Canadiens, ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin de travailleurs manuels. D'accord. Voilà. Donc, je suis venu en France, presque forcé, si j'ose dire. C'est pas un jugement que je porte. Je crois que votre nom était sur une liste aussi. D'une certaine façon, comme tout le monde était... Aziz comme aussi, tout le monde, oui. Bon, donc on a des enfants, il faut les préserver, etc. Je voulais pas laisser une veuve et des orphelins derrière moi. Je suis venu en France. Alors, la question de l'exil. Moi, je m'interroge sur le terme d'exil qui, pour moi, n'est pas doloriste, où on n'est pas dans le déchirement de la langue, etc. J'en fais pas une montagne, parce que je fais ce métier de journaliste. J'avais publié déjà 2 romans en Algérie, et moi, je pense qu'être en exil, c'est d'abord d'être confronté à soi-même. Confronté à soi-même. Comment poursuivre la passion qu'on a de l'écriture? Bon, j'ai publié une vingtaine de livres depuis que je suis là, mais ce n'est pas une question de performance. C'est comment trouver les conditions, je ne dirais pas idéales, mais les conditions qui pourraient me permettre de poursuivre mon travail d'écriture. D'accord. Aziz. Alors effectivement, c'est marrant, on a tous envie de réinterroger le mot exil lui-même, parce que pour moi il est chargé de péjoration. Pourquoi? Parce que souvent on le met dans un fourre-tout, comme disait Yabnous. Donc les migrants, tout ce qu'on veut. Moi j'ai envie de m'amuser en le remplaçant par le mot expat. Je me considère comme un expatrié très sexy, c'est-à-dire au sens nouvel homme, si vous voulez. J'ai tout le kit qui va avec l'expat. Donc, je suis un expat en France. Je ne suis pas un exilé au sens dramaturgique du terme, si vous voulez. Effectivement, comme disait mon ami Abdelkader, pour qui je vais citer un écrivain qui lui est très cher, un ami algérien de tous, Albert Camus, qui disait « Après Alger, toutes les villes sont d'exil ». Donc, si vous voulez, et puis pour nous, la France, ça a toujours fait partie de l'Algérie, quoi. On a toujours eu des gens, si vous voulez, dans nos têtes, il n'y avait pas de frontières, ni de rivière, ni de mer, quoi. Partir en France, c'était tellement dans la mythologie populaire et familiale même. On a eu tant de tatas, de tantes, de tontons qui étaient en France, que c'était pas la Papouasie, quoi. D'accord. Omar Youssef, vous considérez comme un exilé? Comment... Oui, grave. Bonjour. En fait, moi, d'abord, voilà, je ne vis pas la même situation des gens de Maghreb, parce qu'en Syrie, la plupart des gens, on ne prend pas la langue française. On est un peu plus loin de la France. Donc, quand j'ai fui du régime de Bachar al-Assad en 2012, j'ai fui en Jordanie. J'ai traversé les frontières comme beaucoup de Syriens à la base.
qui étaient demandés par les services de renseignement, et leur seul problème chez ce régime qui contactait des chaînes hors de la Syrie ou filmait des manifestations. En fait, je voudrais dire un petit mot sur les débuts des événements en Syrie. On avait un grand rêve pour la première fois. On avait l'impression qu'on va changer ce pays. On va créer un pays pour la première fois. En 2011. En 2011, exactement. Donc, un an après, donc je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un an après, j'étais demandé par la police. Donc, arrivant en Jordanie, je suis resté dans un camp pour quelques jours. Et puis, je suis sorti à Amman, la capitale de Jordanie. Et dans ma tête, il n'y avait pas de... Alors, il y avait plusieurs choix. Soit je pars en France, soit je pars en Allemagne, etc. Alors, c'est-à-dire j'étais obligé et pas obligé en même temps. Mais j'ai choisi de venir en France. D'abord, je devais quitter la Jordanie car j'étais arrêté par la police jordanienne. Et dès que je suis sorti de prison, j'ai appelé l'ambassade française. Après, j'ai rencontré l'ambassadrice. Et moi, j'avais de la chance parce que j'ai pas traversé la mer. Je suis venu en avion. Le lendemain, je me suis trouvé à Paris. Mais la question la plus importante, à mon avis, c'est pourquoi, finalement, on est venu en France. Pourquoi pas l'Allemagne? Parce que la France, c'est un pays, pour nous, au Moyen-Orient, connu comme un pays qui protège les exilés politiques. Et moi, je ne voulais pas un exil économique ou un exil... Je voulais seulement un pays qui me protège de la violence, où je peux vivre comme je veux, je parle comme je veux, ou écrire comme je veux, sans un policier qui vient chez moi, il m'arrête, il me frappe. Alors, évidemment, il y avait des autres raisons, bien sûr, car j'étais fan de la poésie de Paul Éluard depuis quand j'étais adolescent. Donc la France, pour moi, c'était le pays de Paul Éluard et d'Aragon, évidemment. Ce que je n'ai pas trouvé tout à fait vrai arrivant à Paris. Ce que je dis toujours, je n'ai pas trouvé Paul Éluard, j'ai trouvé le RERB à la sortie de l'aéroport de Charles de Gaulle. Et bien sûr, il y avait des autres... voilà, c'est les raisons principales. Mais en fait, dans ma tête aussi, comme beaucoup d'exilés... Bien sûr, moi, j'insiste par rapport au mot. Je ne suis pas d'accord avec les autres qui disent pas le mot exilé. Pour moi, c'est vraiment le meilleur mot que j'utilise parce que c'est un mot qui apporte la souffrance, la douleur et la vérité de l'étranger. Mais en même temps, c'est une souffrance positive et constructive. On n'est pas des victimes, comme vous avez dit. On n'est pas des victimes parce qu'on est là pour dire quelque chose, pour apporter quelque chose au monde. Et à mon avis, l'exil, c'est une grande école où on peut prendre beaucoup de choses, on peut sentir à l'autre, on peut traverser et prendre beaucoup d'expériences, car vivre entre deux cultures, entre la culture arabe où je suis né, où je suis venu, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 25 ans, et la culture française où je suis intégré aussi et enterré même dans la langue française. Je ne dis pas que je suis exilé dans un pays. Je suis exilé dans une nouvelle culture, dans une nouvelle langue. Cette langue que j'ai appris ici et j'écris dans cette langue aujourd'hui. C'est pas facile, c'est difficile, mais en même temps, c'est une super aventure que je vis toujours. Voilà. Alors, la question de la langue, elle est essentielle pour vous tous. Abnouz, vous dites, d'ailleurs, la première étape pour un exilé, c'est la langue. Quel rôle le français a joué pour vous? Puis après, je vous donnerai la parole, parce que vous étiez des écrivains francophones depuis... Oui. Oui, c'est sûr. Alors, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Évidemment, c'est le choix de la France. Mon père avait toujours dit, tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo. Donc, je pense qu'il y a quand même... Donc là, c'était Éluard. Chez nous, c'était Victor Hugo. Mais de se dire, je veux pas élever mes enfants aux États-Unis parce que tant qu'à bouger, autant bouger dans un pays où on a accès à la culture. Et c'est vrai que la première déception arrivée en France, en plus, c'était doublé du fait que je sois une femme. Donc, mon père m'avait vendu la France en me disant, t'inquiète, en France, il y a des Simone de Beauvoir partout. J'ai cherché encore, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un fantasme. Mais justement, de se servir de cette déception, qui est une semi-déception, en se disant, si on n'a pas, ou si elle est plus là, je vais la devenir. Enfin, ça donne quand même la place de l'exilé et une place de liberté hallucinante. C'est-à-dire, mine de rien, ce qui paraît douloureux, le fait de ne plus être reconnu par les siens. C'est-à-dire, c'est évident qu'après quelques années passées dans le pays de l'exil, je suis plus une Iranienne aux yeux des Iraniens, mais il y a toujours quelque chose de métèque qui survit en moi pour les Français. Donc ce qui pourrait être une douleur, au final, c'est que ça me donne une liberté absolue. C'est que je n'ai pas de frontières, j'ai le monde et mon terrain de jeu.
c'est que je ne me sens reliée à rien, et ce qui pourrait paraître d'autant plus aujourd'hui, on cherche désespérément nos racines, et ben c'est moi qui les dessine. Donc c'est vrai que cette liberté-là, c'est quelque chose qu'il faut quand même et détacher. Moi j'aime le terme d'exilé parce que justement, il faut le remettre en haut de l'affiche, quoi. L'exilé est celui aussi qui est à l'extérieur, celui qui peut poser un regard neuf sur ce qui se passe. Donc il est indispensable à n'importe qui, n'importe quel pays. Et un exilé n'est pas forcément, c'est à la base le métèque. Méteiko, c'est celui qui a changé de résidence. Je veux dire, pour moi, j'ai toujours, quand j'ai découvert Colette, Colette, c'est une exilée. Je veux dire, le choc de quitter sa province, sa mère, le goût du beurre, et je veux dire, les obsessions de Colette quand elle parle de la nourriture. On enregistre Ma mère les premières années en France, c'est exactement les mêmes mots, c'est exactement les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Le fait de changer de résidence, de toute façon, est un choc. Et c'est vrai que la langue rajoute le côté difficile. Alors c'est vrai qu'on est là à une tablée assez intéressante, parce que nous on n'avait aucun accès en étant au Moyen-Orient, c'est plus les anglophones, c'est vrai qu'on a plus l'habitude des Anglais, des Russes pour l'Iran, parce que le seul moment où l'Iran a été occupé c'était au nord par les Anglais, au sud par les Russes, comme en Syrie après-guerre. Et bon, alors on partage le thé, etc. On partage moins le café avec la France. C'est vrai que ça doit jouer cette espèce d'aspérité culturelle. Et la langue, conquérir la langue, c'est conquérir une voix. C'est conquérir le moyen de pouvoir communiquer. Moi, à l'époque, donc, quand on est arrivé en 85, il n'y avait pas cours de français obligatoire pour les nouveaux arrivants, ce que je trouve honteux. C'est tenir la langue, c'est tenir sa vie, c'est pouvoir communiquer, pouvoir décrire, pouvoir prendre le métro bêtement. Hein, tout est écrit. Aujourd'hui, maintenant, on a du son et tout. Faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait quelque chose d'absolument paniquant de se retrouver dans le métro parisien ou quelques métros sans maîtriser la langue. Et donc, c'est vrai que moi, c'est la langue, il y a un côté, mais vraiment d'appropriation. Et c'est vrai que je dis toujours qu'un exilé, il s'approprie une culture avant de s'intégrer ou de s'assimiler. Je trouve dans le terme intégration, assimilation, il y a une forme de passivité. Et je trouve dans le fait de s'approprier quelque chose d'actif. C'est vrai que je ne me définis pas non plus jamais comme écrivaine. Je trouve le mot assez laid. Je dis que je suis une femme écrivain. Je trouve dans le fait femme écrivain, il y a l'idée de la conquête. C'est le fait que les femmes savent conquérir la littérature. Je trouve ça magnifique. Je trouve qu'il y a une démarche comme ça. Il faut, les mots ont un sens et ces mots sont extrêmement positifs. Et la langue, c'est ça. Attraper une langue, mais c'est vraiment aller la travailler. Et moi, je pense que la francophonie de demain, c'est celle des métèques et des exilés. Je pense qu'une langue, c'est organique, c'est vivant, c'est quelque chose qui grandit. Moi, j'aime toujours, je m'amuse à faire, parfois je parle de la grande métèquerie, il y a toujours quelqu'un pour me reprendre en disant ça n'existe pas. Je dis, moi, ça existe dans ma tête. Donc ça suffit pour que c'est une existence. On a le droit d'inventer des mots. Aujourd'hui, on est là, il y a trop d'anglicisme. La vérité, c'est de dire, relisez Proust. Garden Party, il y en a toutes les 4 pages, quoi. Il y a des anglicismes que Proust utilisait qui étaient hyper à la mode à l'époque, qui sont complètement tombés en désuétude aujourd'hui. Mais il faut arrêter d'avoir peur de cette espèce de cathédrale de langue. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on la démantèle, il faut qu'on... Il y a beaucoup plus de gens francophones que de gens français. C'est à nous de redonner sa place à cette langue qui est magique, ouverte, et c'est une très belle langue en plus. Excusez-moi, j'étais un peu long. Je vous en prie. Aziz Aziz et Abdelkader, vous, l'expérience est différente parce que le français... Ça relève de la schizophrénie psychiatrique. Dites-nous. C'est l'état d'Algérie. Dites-nous. Le rapport à la langue. Oui. On a vécu un colonialisme extrêmement viril et il faut approcher puissant. Pardon. N'hésitez pas à approcher l'appareil. Qui en fait a anéanti toute forme d'identité vernaculaire chez nous. Et du coup, chaque Algérien aujourd'hui parle au moins 3 langues. Il y a une polyglossie dans la tête qui relève vraiment de la psychiatrie, quoi. Parce qu'on sait très bien que chaque langue amène avec elle plein d'alluvions culturelles, historiques, etc. Pour nous, par exemple, l'arabe classique a été imposé. Avec l'arabisation forcée des années 70. Ma mère ne m'a jamais parlé l'arabe classique. Ni à la télé, ni dans le café, ni quand j'ai le coiffeur. C'est pas du tout ma langue. Au sens où ma grand-mère ou mes arrière-grands-pères considéraient que le français imposé n'était pas leur langue. Donc, si vous on se balade comme ça de chicane fermée en chicane fermée, la France c'est pas notre langue, le français, l'arabe c'est pas notre langue, alors que tout le monde dit mais c'est ta langue. Et du coup, nous, quand on arrive ici, ça je crois que tu vas être d'accord avec moi, en plus on se trimballe l'énorme culpabilité. C'est la langue de l'occupant, espèce de salaud de traître. Tu parles le français, c'est la langue de l'impérialisme, quoi. Donc on se trimballe cette culpabilité, et en France, on nous considère comme des bons petits lièvres
qui reproduisent Éluard ou Colette, etc. Du coup, entre les deux, on pète, quoi. Et comme elle disait très bien, je crois que j'ai l'impression aussi que l'avenir de la francophonie passera par la métécrie libre et grosse gueule, etc., quoi. Oui, on me pose parfois, c'est souvent la question, depuis quand es-tu en France? J'ai pour habitude de leur dire, je suis en France depuis 1830. Puisque mon pays a été occupé, et j'étais obligé d'aller ici, en France. Hein? Le système colonial, etc., 132 ans. Ben, j'espère que les miens, tous les Maghrébins, enfin, particulièrement les Algériens, resteront 132 ans en France. On a le droit. C'est ce qu'on appelle la réciprocité en termes diplomatiques. Bien, pour parler de la langue, je dis, moi, la langue française, qu'on m'a imposée, je ne vais pas revenir sur cette... est peut-être ma langue originale. Elle n'est pas ma langue originelle. Je n'ai pas lu dans le berceau. Ma mère est une alphabète, mon père est là. Il n'y avait jamais de livre à la maison. Et Mohamed Dib. Moi, j'ai un complexe de Dib. Hein. C'est Mohamed Dib, pas les Grecs, tout ça, etc. L'écrivain, l'exilé qui est resté presque toute sa vie en France. Eh ben, il a une œuvre formidable, il a construit une œuvre, il a fait le choix de langue française, et c'est un classique, Kateb disait, c'est un butin de guerre. Hein? Et ça, c'est important. Et quand on sait, par exemple, on parle de littérature francophone, il faut aller sur Internet, taper littérature francophone, littérature algérienne. Vous vous apercevrez que la littérature la plus importante francophone, c'est pas la Suisse, c'est pas la Belgique, c'est pas le Canada, c'est l'Algérie. Le coup du rétroviseur. En 1960, le général de Gaulle a demandé à Michel Debré, son Premier ministre, de procéder à un recensement des populations du Maghreb. Nous sommes en 1960. Alors le résultat, c'est quoi? C'est 95% d'analphabètes au Maroc. En Algérie, c'était 96-97% d'analphabètes après 130 ans de colonisation. 1960, c'était hier. C'est pas loin, 1960. Eh ben, vous voyez, la Tunisie, à peu près 75, le Maroc et la Tunisie, c'était des protectorats. Voilà le miracle algérien. Eh ben, on a la plus riche, enfin la plus importante, disons, des littératures francophones. Et l'Algérie officielle a toujours refusé la francophonie. Qu'est-ce qui a fait encore marcher la langue française en Algérie? Ben, c'est les paraboles, c'est les feuilletons, etc., les publicités. Alors, mon rapport à la langue française, bien sûr, une langue, il faut lui faire des enfants. C'est pas parce que j'ai été colonisé ou tout ce qu'on voit que je n'utiliserai pas cette langue. J'aurais voulu utiliser toutes les langues du monde. Un rapport aphrodisiaque. Voilà, absolument. Par exemple, moi, c'est l'arabe dialectal. Hein, j'ai fait quelques pièces, j'ai commis quelques pièces en arabe dialectal. Je ne sais pas ce qu'elles valaient, mais toujours, depuis un quart de siècle que je suis en France, j'ai un besoin gourmand, physique, sensuel, de parler l'arabe dialectal. Hadrat al-Hawsh, la cour, etc. Et parce que j'ai grandi dans une cour avec des locataires comme des millions d'Algériens, familles pauvres, diminuées, sans livres, etc., etc. Et j'ai le sentiment, j'ai l'impression que plus je parle arabe dialectal, plus j'écris mieux en français. Et quand je rencontre mes compatriotes je leur Kérak Labès, on commence par les salutations d'usage en arabe.
On rentre dans la langue française, on fait un petit crochet et on ressort en se disant « à la khair ». C'est ça qui est terrible, c'est cet autre exil de la langue qui est la nôtre. Vous voyez? Mais je n'ai aucun complexe de parler en français, j'en fais même pas une affaire. Je suis pas... je parle à l'électal, le français, un peu d'anglais du lycée, encore il n'en resterait rien. Toujours est-il qu'on soit... Mais un écrivain, quelqu'un qui écrit, mais toujours est en exil. Même chez lui, même s'il est né dans ce pays, l'écrivain est condamné à une forme d'exil. Bien sûr, cette espèce d'isolement, de solitude, essayer d'avancer, de raconter les siens. On raconte les siens, bien sûr. Moi, je ne vais pas parler d'un fermier normand qui fait ça en Camembert. C'est pas moi, c'est pas à moi de faire ça. Je veux dire que par là, on a vécu une expérience, comme disait Aziz, terrible, terrible. Un peuple sans ans, etc. On a choisi la langue française. Mais c'est tant mieux pour les Algériens. Et pour les Français aussi. Et pour les Français aussi. Bon, je me revendique plus beaucoup moins de la francité ou de la francophonie que d'une espèce de sabir, une espèce de mix dans la tête de toutes les langues du monde possible, quoi. Et c'est ce que je traduis, moi, dans mon écriture théâtrale. J'écris une vingtaine de pièces où j'expérimente chaque fois ce mix des langues. Si je dis, par exemple, Krazat ou Machina, ou Ramasawa, Morsowat, transporté à la clinique de l'ambulance. Voilà ce que un petit peu ça. Donc on est loin effectivement de la Bretagne et de la Normandie. Puisqu'on parle d'écriture, Omar Youssef, est-ce que on écrit pour soi, on écrit pour ne pas oublier, on écrit pour se donner confiance, ou on écrit pour dire aux autres ce que c'était, pourquoi on écrit En fait, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en général, moi j'écris depuis toujours, depuis quand j'étais en Syrie, pour exister, parce que chacun parmi nous, il a un chemin pour exister dans ce monde. Et par exemple, quelqu'un aime couper du fer, quelqu'un aime être médecin, quelqu'un, etc. Il y a quelqu'un qui aime écrire. Et avec le temps, je pense que l'encre, elle devient comme le sang. On ne peut plus vivre sans écriture. Mais revenons à ce sujet, la langue m'intéresse beaucoup. Alors, en Syrie, on ne parlait pas de tout français quand on était petit, ni l'anglais. On était obligé, je pense que c'est important d'éclairer ce point, on était obligé de parler l'arabe littéraire, al-Fusha, l'arabe officiel, parce que c'est chez ce régime nationaliste. La langue arabe, c'est une langue vraiment sacrée pour lui. Et en plus, comme on était éduqué dans la langue du Coran, on a appris le Coran par cœur quand on était petit. Donc ça nous permet jusqu'à aujourd'hui de parler l'arabe, voilà, on connaît très très bien la langue arabe. Arrivant en France, j'ai trouvé ce point, que comme je connais très bien la langue arabe, ça m'a permis de prendre la langue française. Parce que j'ai passé, alors au début, je connaissais quelques mots, autant bonjour, bonsoir, voilà. Au revoir aussi. Mais après, au début, après j'ai inscrit dans une école à Bobigny, c'était par la préfecture pour prendre la langue française, et j'ai commencé par l'alphabet quand même français. C'était vraiment une aventure, mais c'était vraiment très difficile, parce que quelqu'un qui est sorti de la guerre, il n'a pas envie de prendre une nouvelle langue, mais c'était obligatoire. Au début, je n'ai pas aimé du tout cette langue, j'ai pas aimé de prendre, etc. Mais avec le temps, dès que j'ai commencé de prendre cette langue, j'ai commencé de goûter à quel point elle est belle. Après, c'était pas grâce, c'était vraiment aussi une aventure de vivre dans un pays. On est obligé d'être intégré dans cette société et on prend cette langue rapidement. Alors, c'est rien à voir avec l'écriture parce que l'écriture est devenue beaucoup plus tard. Mais ce qui était vraiment important pour moi, que j'ai pas appris la langue française de l'école. Voilà, par une manière vraiment, on peut dire, académique, etc. Je l'ai appris vraiment de la rue, par rapport à la discussion avec des gens, en regardant des films, surtout la série récit s'appelle Plus belle la vie, que je regardais tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Et après, j'ai regardé 10%, qui vraiment m'a profité beaucoup pour prendre cette langue, qui est vraiment intéressant de prendre le vocabulaire. Alors après, ce que les premières expressions que j'ai appris à Paris, après bonjour, bonsoir, machin,
c'était putain fiché, j'en ai marre. Que je rencontrais tout le temps, répéter ça tout le temps dans les rues. Et je ne savais pas ce que ça veut dire, je vous avoue. Après, j'ai appris ce que ça. Voilà, je le répète sans arrêt jusqu'à aujourd'hui, avant d'être un vrai Parisien, quoi. Eh bien, et ce que je trouve aussi, c'est très important dans votre discussion, M. Abdelkader et M. Aziz, que vivre entre les deux langues, c'est un type de la schizophrénie grave, mais c'est vraiment très riche. Aujourd'hui, je dis que je pleure en arabe et je rêve en français. Je cuisine en arabe et je mange en français. C'est vraiment, je suis deux personnes, mais chaque personne nourrit l'autre. Eh bien, quand on écrit dans une nouvelle langue, moi, ce qui m'est arrivé en 2016, la première fois quand j'ai écrit en français, c'était aussi, on peut dire par hasard, parce qu'auparavant, je n'ai jamais imaginé que je peux écrire dans cette langue que je ne connaissais pas très bien. C'était une rencontre avec mon éditrice, ce que j'ai écrit ce bouquin, n'hésitez pas à l'acheter, elle est juste là. Non, je rigole. Je l'ai écrit en arabe, après mon éditrice m'a donné le courage pour le réécrire en français, où j'étais enfermé à Paris pendant 3 mois, seulement pour écrire ce livre, réécrire ce livre, c'est pas la traduction. Et en même temps, j'ai essayé beaucoup d'utiliser des expressions arabes, construction des phrases en arabe, mais en écriture en français. Donc c'était vraiment une super aventure et c'était l'avantage pour moi. Et depuis, j'écris dans cette langue. Mais c'était quoi la question? La question. Sinon, je considère... Si on écrit pour soi, quand on est exilé, justement, cette écriture-là, est-ce qu'on écrit pour soi, pour ne pas oublier, ou pour dire aux autres ce que c'était? D'accord. En fait, oui, j'écris pour moi-même et j'écris pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne devient pas ne pas devenir complètement fou, on peut dire, et pour résister contre la mort, parce qu'après cette tragédie en Syrie, on a perdu plus que 60% du pays est devenu des ruines. On est une société vraiment déchirée dans le monde entier. La plupart de mes amis en Syrie sont soit tués, soit emprisonnés, soit je ne sais pas, ils sont où. J'ai perdu pas mal de gens de ma famille et j'ai pas le droit de rentrer. Je sais pas quand je vais rentrer ou quand je vais voir ma mère, par exemple, etc. Donc c'est vraiment une tragédie des millions de personnes dans ce pays. Et finalement, je pense, pour moi, l'écriture, c'est une manière d'exprimer mon existence. C'est vraiment, ça est devenu un pays ici, en France. Donc je peux dire aussi, je suis réfugié dans l'écriture. On revient dans manière de l'exil. Et vous, Abnous? Oui, moi j'écris vraiment pour raconter des histoires avant tout, parce que j'adore ça. J'adore, gamine, je lisais, j'écrivais, et je pense exil ou pas exil, j'aurais écrit de toute façon. Je pense qu'il faut aussi un moment, débarrasser l'écriture, la littérature de tous ces oripeaux politiques, parce qu'au final, ce qui restera de nous, ça sera des livres. Et est-ce qu'on se posera encore la question de savoir comment, où, par quelle langue ils ont été écrits? Est-ce que c'est une belle histoire? Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de commencer à écrire en me disant, est-ce qu'un paysan chinois analphabète peut me comprendre? Je trouve que c'est une bonne méthode de me dire, j'écris pour quelqu'un qui culturellement est absolument à mon opposé et potentiellement il sait même pas lire. Donc est-ce que si je lui raconte cette histoire, il va, parce que ce avec quoi on jongle, quel que soit le sujet, c'est quand même des sentiments, des émotions qui n'ont de sens que s'ils sont profondément humains. Et un bon livre est un livre organique, c'est un livre où les personnages vivent. C'est vrai, cette métaphore de l'encre et du sang, moi je dis toujours, écrire un livre, c'est mettre ses tripes nauséabonds sur la table, quoi. C'est la littérature est là pour faire la nique au bon sentiment, c'est le lieu du mauvais goût, c'est le lieu où tout est dit, tout est permis. Justement, plus dans la littérature, moins il y a de censure, moins on se censure en écrivant, et effectivement plus ça donne une littérature, et universaliste et immortelle, qui peut raconter l'humain de tous les temps. Il n'y a rien de pire qu'un livre daté. Donc moi je pense que j'écris pour une espèce de public où je pourrais trouver mon autre moi qui a été sauvé par la littérature, parce que c'est vrai qu'il y a aussi quel que soit, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, tous les exilés ne sont pas écrivains, mais tous les écrivains sont exilés. Ça, c'est une évidence, je pense. Je ne cesse de m'émouvoir de le découvrir à chaque fois. Mais dans le fait d'écrire, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'écrire avec un bon sentiment, ou dans le but de changer les choses, ou dans le fait de vouloir bouleverser le monde. Ça marche jamais. Ça donne des mauvais livres. Il y en a 2 qui sont arrivés. On a Aragon à gauche, Bernanos à droite.
Mais c'est un miracle parce qu'en plus, leurs bouquins, en vérité, les meilleurs, ils parlent pas du tout ni de la gauche ni de la droite, hein, ni de catholicisme, ni de rien, ni de communisme. Mais ils racontent des histoires universelles. Et relire encore aujourd'hui les beaux quartiers d'Aragon, je veux dire, on comprend l'organisation sociale française. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'y rajouter, j'allais dire, de l'idéologie communiste pour comprendre, quoi. Il faut que la littérature résonne d'une manière. Donc j'écris j'espère pour le monde, quoi, et je joue du monde. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que vous n'alliez pas raconter l'histoire d'un fermier normand qui fabrique du camembert. Bah moi j'ai envie, au fait. Je me sens totalement légitime à raconter l'histoire d'un fermier normand. Je m'en fous totalement. Si cette histoire m'intéresse, si tout d'un coup j'y vois l'espèce de lutte, il y a un film comme ça en Iran qui est extrêmement connu, qui date des années 67-68, qui s'appelle Bita, qui avait Gougouche, une chanteuse très connue, qui s'était coupé les cheveux pour ce film. Tout l'Iran s'est coupé les cheveux juste après, même dans les provinces. C'était la star, c'était notre Sheila à nous, quoi. Et était absolument incroyable. Et le réalisateur de ce film avait fait un film qui s'appelait La Vache. Et qui a un mec qui a rien, un paysan, mais qui a une vache. Et l'attachement qu'il a à cette vache, ce film a été l'un des films les plus vus iraniens dans le monde. Parce que n'importe qui, même si on n'est plus fermier, a un grand-père, un arrière-grand-père, ou un vague dessin chez lui, où on voit un homme avec une vache. Ah voilà, ça c'est de l'ordre universel, donc moi je m'autorise tout. Ça soit mon prochain livre, ce sera un fermier avec une vache. Qui sait. Alors, pour revenir au camembert et au fermier normand... C'est un débat sur le lait. Oui, donc, écoutez... Qu'on digère très mal dans le sud, cela étant dit, mais bon. Ouais, je vous en prie. Vous ne savez pas ce que j'ai écrit, etc. J'ai fait un livre sur la Bigorre. Eh oui, ça s'appelle Pain, Adour et Fantaisie. Alors... j'ai parlé du port noir de Bigorre, du Tour de France cycliste, de Michel Gachassin, d'Yves Torner, etc. C'est un livre 100% pur porc. Si vous voyez, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Quartier d'été sur le Nord-Pas-de-Calais. Et puis je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un roman qui est apparu au Seuil d'ailleurs, où il n'y a pas de thé, il n'y a pas de macroud, il n'y a pas de henné, il n'y a pas de chichia, qui s'appelle Un moment d'oubli. C'est une histoire. Il a oublié le couscous. Voilà. Bien sûr que je m'autorise à écrire au contraire, mais le fait de parler de tout à l'heure, d'abord, ce qui est essentiel, c'est que je parle des miens. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. J'ai des réserves pour encore essayer de construire quelque chose autour de l'histoire d'un peuple. Ça peut effrayer de dire peuple, etc. Mais, et les Bigourdans, les habitants de Bigorre, me disent, vous allez voir, plus vous montrez vers le nord, et de poser la question si on connaissait la Bigorre. Alors, un peu par perversité, quand je vais dans les lycées, les collèges, je lui dis, est-ce que vous connaissez la Bigorre? Alors, il y a 2 ou 3 bras qui se lèvent, 3 mains qui se lèvent. Alors, pour encore dire, je dis, est-ce que vous connaissez Lourdes? Il y a 3, encore 4 mains qui se lèvent. Si vous posiez cette question de Lourdes, de la Bigorre, il y a 20 ans, tout le monde aurait levé le bras. Ça explique beaucoup de choses. Alors, je leur explique. Il y a Lourdes, Tarbes, Bagnères, de Bigorre, etc. Moi qui viens d'Oran, qui vient du Sud, je ne le fais pas pour embêter les gens, pour faire des trucs. Mais bien sûr qu'il faut parler de tout. Alors, il y a une chose que je n'aime pas, c'est celle d'être enfermé dans cette question de la francophonie. J'aime Éluard, j'aime Aragon. D'ailleurs, à l'indépendance, la première année scolaire, il y a eu des grandes difficultés. Et la maison Nathan, qui a beaucoup aidé l'Algérie en ramenant des manuels scolaires, alors on a appris Éluard, on a appris Nazim Hikmet, on a appris Racine de Phèdre. Phèdre de Racine. Phèdre de Racine, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Racine de Phèdre. Non, Phèdre. Oui, ça c'est le programme de la première année de l'indépendance. C'est les Algériens qui ont fait ça. Autre chose, Romain Gary, Nathalie Sarraute, Joseph Kessel, Marcel Pagnol,
qui est déjà espagnol. Il y a tellement d'écrivains français, qu'on dit français, et jamais on leur pose la question, oh, vous écrivez en français, etc. C'est des gens venus d'Europe, enfin, je vais exagérer, des Blancs, etc. Ils sont catholiques, ils sont orthodoxes, jambon beurre, etc. Et qui plus est, viennent d'une autre langue différente du français. Il y a du russe, il y a de l'hongrois, il y a de l'espagnol, etc. Mais jamais on leur dit alors, ah, vous écrivez en français, c'est bien, hein? Pourquoi il faut-il qu'on nous la pose à nous, écrivains du Maghreb, ou écrivains d'Afrique ou d'ailleurs? Ben, il faut poser cette question-là aux gens qui ont immigré il y a quand même longtemps, qui sont dans... Mais c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier de poser comme question. Bah, j'écris en français, c'est comme M. Jourdain faisait de la prose sans s'en apercevoir. Voilà. Aziz, pour cette question d'écrire. Moi, je considère qu'écrire, c'est arracher sa propre subjectivité par rapport à plein de choses, quoi. C'est d'oser dire je, et exclure le on et le nous, etc. Donc, en ce qui concerne subjectivement, je raconte rien dans ce que j'écris. Ce qui m'intéresse, c'est le matériau, c'est l'écriture même, le signifiant, comme on dit. Et ce matériau, effectivement, il fait appel à toutes les structures linguistiques qui peuvent exister, que j'ai traversées, ou qui m'ont traversé, quoi. Y compris les novlangues. J'adore, par exemple, le parler de Gare du Nord ou de Gare de Lyon. Mais pour moi, c'est une mine d'or, quoi. Et donc, je pense que chaque écrivain, ça c'est bateau de dire ça, mais chaque écrivain crée sa propre langue, dans une langue plus vaste qui l'englobe. Je vous laisse la parole parce qu'il y a une phrase, je crois que c'est dans Le Monde Afrique. Vous avez dit « Ceux de chez moi me détestent car je refuse le récit national ». Et je me demandais si c'était pas le propre de l'écrivain exilé, justement, de proposer un autre récit que le récit national. Alors je vais dire un très gros mot. Moi j'ai perdu la nation. Comme on dit, j'ai perdu la foi. Voilà. La nation elle m'étouffe, la nation algérienne, où toutes les nations m'étouffent. Il y a tout de suite un bruit de botte, c'est toujours des millions de morts derrière. Se revendiquer au nom d'une nation, surtout pour un écrivain. Je ne parle pas des soldats écrivains, parce que quand il y a la guerre, il faut faire la guerre, quoi. Une fois qu'on a acquis sa liberté, je pense qu'il faut s'élever, quoi. Enfin, le mot, c'est un des mots les plus terribles que je connaisse, la nation, quoi. Et donc, j'ai perdu la nation, voilà. Comment on perd la foi, comment on perd une nana, un sentiment, quoi. Elle m'a trompé, la nation. C'est une salope de... Putain, m'a trompé. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord. Oui, non, je pense que vraiment, c'est une prison. Et elle est tellement gratte, elle n'ose même pas me regarder dans les yeux, quoi. Je suis coupable de tout. Je ne suis pas un bon arabe, je ne suis pas un bon algérien, je suis rien de bon pour la nation. Ouais. Alors que je suis choyé dans plein d'autres endroits que la nation, quoi. J'aime ma terre, j'aime les Algériens, j'aime les plages, les montagnes. J'aime pas tous les Algériens, alors là. Mais vraiment, il y a un gros paquet que je peux pas me piffer. Ils sont retors, menteurs, méchants. Mais ça c'est l'humanité que vous décrivez. Pas tous, évidemment, pas tous. Ça fait partie, hein. Oui. Voilà. Mais je trouve ça vraiment bien en plus de le dire, parce que je pense que c'est vraiment le devoir de l'écrivain. Mais d'ailleurs, c'est plutôt bon signe quand un écrivain n'est pas aimé par son pays natal. Je pense c'est qu'il fait du bon boulot. Mais tu ne dis pas la levée de bois vert que je reçois jusqu'à aujourd'hui. Ah non, mais ça, je n'en doute pas une seconde. C'est très compliqué parce qu'en plus... Mais c'est ça. Non, mais il y a l'idée de vouloir faire revenir. C'est ça. Parce que vous n'êtes plus là. Voilà. Non, mais ça, c'est très difficile parce qu'il y a toujours un besoin de faire revenir, vous voyez, la parole. Un écrivain prend la parole, donc il faudrait qu'il parle au nom de quelque chose, mais certainement pas. C'est Smith qui se met à parler au nom d'une nation, c'est que ça devient un poète du régime, un poète d'État. Il n'y a rien de pire. Ça y est, c'est fini. On le perd. Là, il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus que de la propagande. Mais c'est vrai que moi, je le prends plutôt pour un signe positif. Quand un écrivain commence à se faire détester par les siens,
de son pays, c'est plutôt un bon signe. Mais c'est drôle, alors rien à voir, mais je pense que ça regroupe exactement ça. J'avais pas vu ce film il y a quelques jours, je pouvais plus décrire, j'ai regardé un film, ça détend. Spotlight, ce film assez hallucinant à Boston avec le scandale des prêtres pédophiles, et l'avocat. Il y a une scène, vous savez, l'espèce de scène de pause, ce qu'on appelle du gras dans des scénarios, ça pour détendre, et l'avocat qui défend les victimes est arménien. Et donc il pose la question au journaliste là, qui est très bon journaliste. Il lui dit mais tu viens d'où? Il dit de Sud Boston, donc le Sud Boston qui est l'équivalent de nos banlieues quoi, donc tout pourri. Et l'autre est arménien et l'autre est en train de bouffer, il dit bah tu vois ça pouvait venir que de nous, parce qu'on est, toi t'es extérieur parce que socialement t'es né dans la merde, moi je viens d'ailleurs, donc personne fait attention à nous. Et de toute façon on n'est pas englué dans le système, parce que ce qui s'est passé à Boston, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment c'est à une ville catholique dans un pays protestant, donc extrêmement communautarisé et fermé. Et donc est-ce qu'il était possible que quelqu'un issu du sérail réussisse à faire exploser le scandale? Bah non. Donc il faut un Arménien et un pauvre pour réussir à faire sortir, sachant que les deux sont athées. Donc double peine, donc les types n'ont rien. Ils n'ont pas de lien avec l'Église les a pas aidés, donc il y a une espèce de liberté qui leur permet d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est pas ça aussi? C'est que c'est vrai qu'en étant extérieur de nos pays natals, parfois je regarde l'Iran avec des yeux comme ça, quoi. Je suis là, mais ils ont fumé quoi? Mais la limite qu'ils nous en envoient, ça a l'air sympa quand même. C'est complètement délirant. Et c'est vrai que quand on leur dit, on dit non mais t'es en train de trahir là. Non, je suis pas en train de trahir. Je suis en train de t'éviter de tomber dans le précipice. C'est pas la même chose. Après t'en fais ce que tu veux. Mais pareil en France. C'est vrai que moi, il m'arrive de prendre la parole sur la politique intérieure. C'est vrai que ça, moi je vais pas sur les réseaux sociaux, ça m'angoisse, je trouve ça trop violent. Quand on a vécu la guerre, la révolution, on aime moins se taper sur la gueule. Bien, côté pacifié, mettons autour d'une table, discutons, on prend un petit peu de miel, c'est plus sympa. Et c'est vrai que ça ne cesse, plein de gens me renvoient, c'est 34 ans que je suis en France, en disant non mais avant de donner ton avis, tu vois, t'es pas né en France, quoi. Donc on a même le même problème avec le pays d'adoption, c'est mais d'où tu parles? C'est surtout quand on parle des sujets d'immigration, c'est mais enfin laissez les Français choisir. Pardon, officiellement je suis même pas franco-iranienne, à l'époque il n'y avait pas la double nationalité, donc je suis que française, donc je suis comme une conne avec mes papiers en train de dire ouais enfin je vis quand même ici, hein, je vote et tout, j'ai quand même mon avis à donner. Donc c'est quand même très compliqué, mais justement l'exilé, c'est celui qui est à côté. C'est celui qui est à côté, qui fait un pas de côté, qui regarde son pays de naissance, son pays d'origine, avec un autre point de vue. Et c'est ça qui fonde l'originalité, le fameux jeu. C'est dire autrement. Et c'est à ça que ça sert la littérature. Mais c'est heureux que nous ne soyons pas aimés. Abdelkader. Oui, je dirais par précaution ou ce qu'on voudra, Aziz, il est aimé en Algérie. Et moi, oui. Ouais. Et moi, j'aime l'Algérie profondément. J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. J'aime ce pays profondément, son histoire, etc. Et c'est avec ça que je fais mes livres aussi. Moi, mais tous les écrivains du monde, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle île, mais bien sûr, il y a des gens bien dans un pays, des gens mauvais, etc., etc. Mais prendre une position comme ça, moi, j'aime pas. Ça, c'est pas le travail de l'écrivain. Le travail de l'écrivain, c'est quelqu'un qui est assis au milieu des autres, qui a la chance d'avoir les mots pour le dire, et surtout qui veut comprendre. Il n'est pas là pour jouer l'idéologue, donner des leçons, etc. Il ne faut pas tomber dans l'élitisme. Être écrivain, c'est être comme un cordonnier. Ce n'est pas un statut qui fait de vous quelqu'un qui pourrait porter des jugements comme ça à la hache. Non. Un écrivain, c'est d'abord... Moi, j'écris parce que j'aime les gens. Ça ne m'empêche pas de mettre dans mes histoires des salauds, etc. C'est la fonction bête et brutale de la littérature. Mais on ne peut pas, comme ça, brutalement, par rapport à son pays. Je ne veux pas faire dans l'autodénigrement. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas mon pays. Hein? Ça, c'est un principe. Depuis 1993, je suis là, je travaille avec des éditeurs, etc. Par honnêteté, je ne dis pas par précaution, etc. Je n'ai jamais voulu sortir la hache, tac, 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 ouais, les Algériens, c'est ça, etc. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. L'arabe, c'est quelque chose...
Non, mais parce qu'il y a une espèce de situation un peu équivoque. On est des écrivains exilés, si on veut appeler ça exilés, et on intéresse, bien sûr, on intéresse les éditeurs, on intéresse le mouvement des idées, la politique surtout. Et de temps à autre, on sort de la boîte quelqu'un qui, il tape sur... je ne rentre pas dans ça. C'est pas que par nationalisme exacerbé, ce qu'on voudra, mais quand même, l'écriture, c'est aussi de la morale. Sans être excessif, moi, je ne peux pas cracher sur la gueule de papa, comme dirait Nougaro. Un type qui a été, qui a subi des trucs. Il n'est pas le seul, ce sont des millions. Écrire, c'est essayer de comprendre et surtout de ne pas être injuste. Ça n'empêche pas de parler des problèmes d'un pays. Non, laisse Oui, non, je voudrais juste commenter qu'en 2014, le régime de Bachar al-Assad il a renouvelé les cartes d'identité en Syrie. Donc, toutes les cartes d'identité qui étaient auparavant de cette année n'est plus valable. C'est-à-dire, pour moi, je ne suis plus syrien, j'ai plus de la nationalité syrienne, et je ne suis pas français non plus, j'ai aucune nationalité. Je dis aujourd'hui, je suis un bâtard, et ça fait plaisir d'être un bâtard dans ce monde qui a souffert beaucoup de pleine guerre. Et je ne comprends plus ce que ça veut dire une nationalité. Alors, je ne comprends pas le citoyen du monde, parce que je crois... on n'est pas tous pareils sur cette planète. Pour moi, je ne crois pas à la tolérance totale. J'ai mes ennemis qui s'appellent le régime de Bachar al-Assad et les gens qui le soutiennent. Je ne crois pas non plus à un écrivain qui peut être un humain total. C'est-à-dire, ok, tout le monde, on est chez Walt Disney, on est tous des amis, on est amoureux, machin, on prend les bras, même les dictateurs. Je ne crois pas de tout de ça. Je pense que l'écrivain, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit intéressé, pas forcément par rapport à un sujet politique ni nationaliste, mais pour soutien à une affaire, être avec une affaire contre une autre affaire dans ce monde. Deuxième point, pour l'amalgame que vous avez parlé en France, par exemple, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est lié aussi avec l'exil. Alors, ce que j'ai découvert, surtout l'année dernière... Quel amalgame? L'amalgame. Pour tout, l'amalgame par exemple, moi je suis Omar, je suis de la Syrie, je suis exilé ici. Parfois, je sens que je suis un objet, ou je suis dans un cadre. Tout ce que je veux dire, tout ce que j'écris, ils le prennent exactement. Beaucoup de journalistes, beaucoup de monde m'ont posé cette question depuis quand j'ai publié ce livre, car je propose, je parle beaucoup et j'attaque je critique le sujet de l'islam et du Coran, etc. Où on n'avait pas peur d'être récupéré par le FN, par les extrêmes droites, etc. Mais moi, je m'en fous des extrêmes droites. On est là parce qu'on était des gens étouffés. On était dégagés de notre propre pays parce qu'on a des choses à dire. C'est-à-dire, si on était en France ou on était en Chine, on était en Tokyo, on va dire la même chose, par la même façon. C'est pas pour blesser l'autre. Je pense que l'affaire, c'est beaucoup plus grande de ça. Personnellement, je n'écris pas si je n'avais pas d'une expérience profonde dans ma vie. J'écris selon de mes expériences, selon de ma propre vie. Ce qui était en fait l'avantage aussi en France, qu'on a perdu beaucoup de choses. Je peux dire aussi, on a perdu tout. On a perdu vraiment un pays qui était détruit. Il y a un point positif là-dedans, car quand on perd tout, on devient beaucoup plus courageux, et on devient plus fort, et on n'a rien à perdre encore. Donc on devient vraiment des gens libres par rapport à l'écriture. Donc c'est pas pareil pour des écrivains qui voulaient vraiment s'amuser pour écrire, pour profiter du monde, pour raconter les histoires des autres. On peut dire vraiment qu'on est vraiment déchiré de la guerre, des mensonges des hommes de politique. On a des choses graves à dire. Et c'est ces choses qui nous touchent beaucoup. Ça devient une partie de notre vie. Et on est déjà menacé dans notre pays, dans le monde arabe en général. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont menacés. Ils ne peuvent pas rentrer dans le monde arabe. C'est pas pareil quand on est sorti, soit du monde arabe, soit d'ailleurs, seulement parce qu'on a choisi d'être immigré et on écrit selon de nos expériences dans une nouvelle société, des histoires, etc. Voilà, je pense que c'est pas pareil.
Je voudrais parler de nostalgie qu'on accole souvent à l'exil. Abnous, vous avez dit la nostalgie, c'est l'hymne national de l'exil. Est-ce que ça engendre une langue particulière, une écriture particulière ? Je ne sais pas, et c'est vrai que cette phrase, j'utilise dans le roman, c'est au moment où l'héroïne, qui est arrivée très tôt en France, est prise pour la première fois une espèce de bouffée nostalgique. Et c'est quand elle entend une musique iranienne de son enfance. Et je pense qu'évidemment, la musique est assez magique pour ça. C'est vrai que ça fait revenir une espèce de bouffée nostalgique qui est assez hallucinant. Et cette phrase, effectivement, que la nostalgie, c'est l'hymne national de l'exil, je précise que ça ne se pleure pas, parce que c'est un hymne national. Et je rajoute après que l'exil est une île. C'est effectivement, quand on devient exilé, à moins de se fondre, et je pense que c'est impossible de se fondre totalement dans le pays d'adoption, mais d'accepter le fait que voilà, cette nostalgie sera toujours là. Je pense pas qu'elle influence l'écriture. Je pense que ça rajoute, je pense qu'on est tous nostalgiques, tous, qu'on soit exilés ou pas, on est déjà tous nostalgiques de notre enfance. Disons que chez l'exilé, l'enfance se confond avec le pays natal, donc ça fait une nostalgie fois 1000, et que cette manière de confondre, on a tous des espèces de boîtes magiques de souvenirs. Disons que l'exilé, on en a plus, puisqu'il le confond avec des odeurs, avec des choses qu'il retrouvera plus. C'est bête, hein, avec des tombes qu'il visitera plus. Je dirais, c'est qu'un exilé n'enterre plus ses morts. C'est déjà quelque chose qui, quand même, narrativement, dramatiquement, est assez intéressant. On ne va plus sur les tombes de ses aïeuls. Il y a quand même une coupure, là, vis-à-vis du premier acte qui a fait de nous une civilisation, de l'humanité. C'est civilisé le jour où elle a enterré ses morts. Un exilé ne les enterre plus. C'est assez bizarre. Donc ça provoque comme ça, il y a des effets secondaires, mais en soi, non. La nostalgie peut être quelque chose... Moi, je suis plus mélancolique que nostalgique, et peut-être c'est l'âge d'arrivée. C'est que mes parents sont certainement plus nostalgiques que moi. Ils sont arrivés en France, ils avaient 40 ans. Leur enfance, leur adolescence, leur premier baiser, leur première sortie, toutes les premières fois, ils l'ont vécu là-bas. Donc, ils doivent certainement être plus nostalgiques. Je pense qu'un écrivain est souvent mélancolique, je trouve que j'ai gardé ça, mais il suffit de me mettre une musique iranienne pour que ça y est, je devienne une espèce de flaque, et c'est terrible, je me mets à chialer. Mais je suis pas sûre que ça soit... Mais en tout cas, de garder cette idée que... parce que c'est marrant, on tombe toujours... C'est marrant, à chaque fois que je débat avec mes compères métèques, on tombe toujours sur cette espèce de frontière. C'est que quand je dis on peut tout critiquer, c'est-à-dire, je sais pas si j'aime l'Iran, je crois que oui, j'aime mes parents, donc quelque part mes parents c'est l'Iran. Enfin, mon pays d'origine c'est réduit à mes parents, donc j'aime mes parents à la folie, donc j'aime mon pays d'origine, je continue à fêter les fêtes, je continue à découvrir des choses que je ne connaissais pas d'Iran, qui continuent à m'émerveiller, à me dire oh putain, quand même ils ont réussi à accoucher de ça, c'est magnifique, des contes, des histoires, de la littérature, des gens. Mais vous savez, au début mon bouquin, je failli l'appeler Les exilés sont des salauds comme les autres, justement pour sortir de cette idée que non, il y a des salauds partout en termes équivalents, il n'y a pas besoin, il n'y a pas un pays des salauds au fait. C'est plutôt rassurant, il y en a partout. Un arabe vous dira, sauf ma mère par respect. Voilà, bah moi même ma mère, je m'en fous. Je pense qu'il faut justement sortir de ça. J'ai une grand-mère très désagréable et très méchante, et c'est la mère de mon père. Et je pense que l'acte de liberté de mon père, ça a été le jour où elle a dit ma mère est une salope. Et c'est vrai, elle est méchante, quoi. Soyons honnêtes, elle est méchante, c'est une mauvaise mère. Donc le dire, c'est déjà se libérer un peu. Mais sortons de ce débat, c'est pas parce qu'on critique. Effectivement, jamais on va reprocher à Zola d'avoir critiqué la France. Pourquoi on reprocherait à un écrivain métèque de critiquer son pays d'origine? Et d'ailleurs, c'est même pas une critique du genre détruisons ce... Enfin, c'est juste de regarder comment les hommes vivent, comment ils se débrouillent, comment ils se font des croche-pieds, comment est-ce qu'une culture, une histoire peut paralyser, peut influencer. C'est ça, raconter une histoire. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal avec le côté il faut être engagé ou pas, ou machin. Non, il faut raconter une histoire. Et heureux celui qui raconte une histoire, qui arrive à consoler des hommes et à leur donner l'énergie d'aller vers d'autres possibles, quoi. Donc l'impossible. Comment on le raconte? Ah oui, non mais... Tu es déjà engagé, je pense. Tu vois. Engagé par ta manière. C'est vraiment un mot large, pas forcément par rapport à la politique. Je peux proposer le mot concerné. Comme vous voulez. C'est bien ça. Que le mot engagé, pour moi, ça me va. Ça sonne encarté, ça sonne gilet jaune, ça sonne... Voilà. C'est emmagasiné. Je suis concerné et non pas engagé. C'est voilà. ça, exactement. Ouais. Je suis d'accord avec ce mot. Et sur cette question de la nostalgie, Aziz, c'est de l'écriture Alors, sur... je m'accroche à ce que tu avais dit tout à l'heure, heureux, tu as prononcé le mot heureux. Moi, j'aime bien cette partie de l'Odyssée, heureux comme Ulysse. Donc, il y a un épisode d'Ulysse qui se passe dans l'île des Lotophages, si on se rappelle bien. Donc, quand on débarquait sur l'île, il y avait des... Moi, j'ai toujours pensé que c'était de la coque ou quoi. Mais c'est-à-dire, les marins, quand ils mangeaient des fleurs de lotus, alors écoute bien, ils perdaient le goût du retour. Si on prend le mot nostalgia,
étymologiquement. Le nostos, c'est le retour, et l'algie, c'est la douleur. C'est la douleur du retour, quoi. Et donc, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il y a une nostalgie active et une nostalgie anxiogène, quoi, toxique. Hein? Il y en a une qui plombe et l'autre qui fait voler, cuit, etc. Et le drame, c'est que souvent on mélange les deux. Ouais. Pascal disait l'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur veut que chaque fois qu'il veut faire l'ange, il fait la bête, quoi. Donc il faut être bien sur ces pénates, quoi. Et trouver effectivement la nostalgie active, parce que c'est vrai que, par exemple, en ce qui me concerne, même lui, j'imagine, quelquefois quand on se balade dans Paris, on reconnaît des bouts d'Alger, des triangles, vous voyez, urbainement. On se dit, tiens, cet immeuble lui ressemble à des escaliers. Et c'est vrai je dirais, on transporte tous une ville mythique intérieure, quoi. Comme disant, avec Calais, ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Dès qu'on parle de l'Algérie, par exemple, même si je suis concerné, non pas engagé, je vous raconte tout ce que je veux, etc. Et évidemment qu'au fond, la fibre, elle est là, le jasmin, il pousse, quoi. Abdelkader sur cette... Pardon, vous... Oui. Non, c'est pour Yasmin, ce qu'elle a dit, le jasmin, c'est bon. Oui, la nostalgie. Oui. La nostalgie, elle doit être active. Hein? Et moi, la nostalgie, c'est de l'ordre du sentiment. C'est de l'ordre de l'affection. Je sais qu'on ne fait pas de la bonne littérature avec de bons sentiments. Ça, c'est clair. Mais toujours est-il, les paysages intérieurs qu'on porte en soi, de l'enfance, du grand-père, etc., il ne faut pas que ce soit une sorte d'exotisme, de couleur locale, etc. J'ai rien à vendre de ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai à témoigner, peut-être c'est encore comme le mot engagé, des termes qui ont perdu un peu de leur solvabilité depuis une trentaine d'années, un truc comme ça. Mais toujours est-il qu'il faut que je sois attentif à ce qui m'a nourri, au niveau du sentiment, au niveau des gestes, au niveau des visages. C'est ça qui est important. Au fond, quand on prend de l'âge en écrivant ou en n'écrivant pas, il y a ce retour à l'enfance, ce coup du rétroviseur. Et là, depuis quelque temps, je suis devenu un Chibani, bien que j'ai fait il y a 10 ans un livre sur le Gare du Nord, sur les Chibani. Ben oui, pourquoi j'ai écrit Gare du Nord? Parce que mon père me manquait. C'est assez bête, c'est pas compliqué, c'est pas intellectuel, c'est pas politique, non. Parce que mon père me manquait, etc. Et comme je voyage beaucoup en France, je me suis dit, il faut écrire sur les Chibani. Il n'y a pas de raison qu'on n'écrive pas sur des vieux d'origine espagnole, ce qu'on voudra des pays de l'Est, etc. Moi, je vais parler une fois de plus des miens. Il ne faut pas prendre le mot mien comme une espèce de possession ou d'exaltation de l'Algérien héroïque, tout ça, pas du tout. Chacun les siens. Chacun les siens. On prend des ans, on fait des livres, et tout d'un coup on se dit, modestement, on va essayer de construire quelque chose avec ce qu'on écrit. C'est ça. C'est comment construire sa propre mémoire à travers les livres, même si on parle de camembert ou de porc noir de Bigorre. Oui, c'est important. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, grave. Non, mais juste, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, parce qu'on se disait tous. Oui, non, mais c'est ça, mais seulement voilà, tu utilisais le terme bâtard tout à l'heure, j'adore ce mot, moi. Je sais très très beau, mais effectivement, c'est les miens, j'arrive pas à les limiter à l'Iran, en fait. C'est peut-être parce que je suis venue trop tôt, mais c'est vrai que les miens, ça serait tous ceux qui sont sans racines, sans frontières, tous les bâtards, au fait. Et c'est vrai que je me rends compte que tous mes personnages ont ça. Oui, je les dessine, donc j'arrive à englober, au fait. C'est que, qu'importe, qu'importe l'âge, la nationalité d'origine, l'obédience religieuse, je m'en fous. C'est les miens, quelque part, c'est tout ce qui n'a pas de frontières, pas de racines, c'est des bâtards magnifiques. Et je crois que voilà, on choisit nos siens. J'aime beaucoup ce qu'Aziz a dit, on choisit nos siens. Pour le mot nostalgie, moi, je ne l'aime pas, ça ne me touche plus depuis des années, parce que si je voudrais être nostalgique, c'est à quoi? C'est ça la question la plus difficile.
Si c'était la géographie qui était effacée totalement, les quartiers où on était grandi quand on était petit. Évidemment, l'enfance, c'est la source la plus pure pour l'écriture. Mais cette enfance, les souvenirs, les scènes, toutes ces scènes sont restées seulement dans la tête, elles n'existaient plus dans la réalité. La question la plus dure pour moi, c'est le retour en Syrie. Après toutes ces années. Ça fait 6 ans que je ne suis pas rentré en Syrie, je n'ai pas rencontré aucune personne de ma famille, ni des gens que je connaissais à la base. Alors là, aujourd'hui, j'imagine, comme la guerre, elle change les gens beaucoup, très rapidement, on peut dire, et très fort. Et moi aussi, j'ai changé beaucoup en France. Je ne suis plus Omar qui est venu en 2012 en France. Alors, chacun, il a pris un chemin. Et déjà, j'étais étranger dans mon propre pays parce que la famille de mon père, par exemple, ne me parlait pas à cause de mes idées, que j'étais athée, etc. Donc, quand je rentre en Syrie, je serai toujours un exilé. C'est vraiment un grand sujet. Donc, l'exil ne finira jamais. Et dans ce cas, le mot nostalgie ne m'intéresse pas. Je préfère le mot la mémoire. Et la mémoire est vraiment très intéressante parce qu'elle reste très forte. Et elle nourrit notre écriture elle nourrit notre avenir aussi. Mais la Syrie aujourd'hui, si je voudrais être nostalgique, c'est à ma mère. C'est la seule personne. Même mon père, par exemple, qui était décédé l'année dernière, et j'étais pas là-bas, bien sûr, j'étais pas dans l'enterrement, j'avais aucune photo de l'enterrement. Alors si je vous propose ce mot, le mot nostalgie, ça signifie rien aujourd'hui pour moi. C'est la mémoire. Alors malheureusement, on est pris par le temps. Il nous reste quelques minutes pour une question ou deux. Est-ce que je vois monsieur qui me fait des gros yeux. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités? Mais si. Sinon, moi, je propose une question. Hein. Vous êtes content? Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Aziz. Donc, On vous entend pas, par contre. Si? Alors, il faut bien parler dans le micro. Oui, bonjour. Donc, je voulais rebondir sur ce qu'il disait Aziz concernant le fait qu'il soit peut-être, qu'il se sentait un peu détesté en Algérie. Donc, moi, de ma part, j'ai lu votre roman L'Étoile d'Alger. Et je l'ai relu peut-être 3 ou 4 fois, je ne me souviens plus. Donc c'est vraiment le personnage qui était l'incarnation de ma jeunesse. De quoi L'incarnation de sa jeunesse. Voilà, donc voilà, c'est le souvenir que j'ai de cette Algérie. Et votre roman a été réédité, je crois, à Chihab. Et que c'est un roman qui marche. Que j'ai même aperçu qu'il est lu. Je suis désolée, monsieur, mais comme on est pris par le temps, si vous pouviez poser votre question. Oui, d'accord. Merci. Est-ce que la part d'exil, est-ce que la part d'exil apporte est-ce qu'elle stimule votre production aujourd'hui littéraire? Voilà. Est-ce que l'exil stimule votre production littéraire? Oui, évidemment. Il y a quelque chose d'un peu lâche dans l'exil, parce qu'on se planque derrière 2000 ans d'histoire et les canons de Napoléon, etc. Donc, si vous voulez, en venant ici, évidemment, on a le bénéfice du mythe de la France protectrice des droits de l'homme, etc. Donc, on se permet des libertés de sale gosse, si vous voulez. Comme disait mon ami, on a le droit de rester 132 ans ici, donc on a le droit de faire caca dans le salon. Personne ne doit nous interdire ça pendant 132 ans au moins. Donc, à ce titre, effectivement, l'exil, ça me libère. Il y a des choses que je ne pourrais jamais écrire en Algérie. Ça serait mentir, hein. Ça n'est jamais publié. J'ai un copain écrivain qui je ne sais pas comment dire, qui est très propre sur lui, etc., on va dire. Une fois, parce que moi, dans ce que j'écris, il y a beaucoup de cul, de religion, de politique, mais vraiment... Cool. Pardon, etc. Non, j'arrive. Pardon, le micro. Je répète ce que j'ai dit. Alors, les oreilles, attention. Il y a beaucoup de cul, de politique, de religion. On a bien entendu. Voilà, et il a dit cool à côté. Voilà. Voilà. C'est au niveau de la liberté. Est-ce que l'exil me rend plus libre d'écrire? Forcément. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde, je pense. Oui.
Malheureusement, on va devoir se quitter, mais vous pouvez retrouver nos écrivains. Merci à vous. Voilà.